Et je suis sûre que, tout comme les autres étudiants de l'ENA, n'avaient jamais vu quelqu'un qui, ne pouvant même pas avoir le niveau pour entrer dans l'école, qui clairement n'était pas le premier de la classe, a finalement fini par être récompensé, et dont on a dit ça c'est l'enfant le plus brillant de la classe. Ils étaient outrés, et ils avaient raison d'être outrés. Et les gens qui travaillaient à la banque de Rothschild étaient également outrés, par ce gars qui savait même pas c'était quoi les bidas. Alors qu'en fait, on dirait que c'est un idiot. C'est un idiot. Quand il s'agit des finances, c'est un véritable idiot. Et d'ailleurs, il serait probablement totalement incapable de faire de la poésie sur quoi que ce soit. Ok, mesdames et messieurs, bon, on savait que Emmanuel et Brigitte regardaient la série. Ce qu'on a oublié de mentionner en revanche, c'est que tout leur entourage également. Ou devrais-je plutôt dire leur ancien entourage. Il y a quelques semaines, nous vous avons présenté Alexandre Benalla, l'ancien chef de la sécurité de l'Élysée qui s'est fait attraper déguisé ou se faisant passer pour un officier de police, en train de littéralement tabasser un protestant, un manifestant dans la rue. Et bah devinez quoi, juste 2 jours plus tard, ce jeune homme s'est mis à me suivre sur Instagram. Moi je dis plus on est de fous, plus on rit, alors bienvenue Alexandre Benalla. Et à vous, soyez les bienvenus sur notre série Becoming Brigitte. Franchement, moi-même, j'y croyais pas. Quand j'ai vu la notification sur mon téléphone, c'est apparu en fait comme une notification prioritaire. J'ai eu la notification Alexandre Benalla a commencé à vous suivre. Alors de toute évidence, moi je me suis dit oh, c'est quoi, ça veut dire quoi? Et je suis pas trop sûre de quel était l'objectif de me suivre, étant donné le fait que mon profil Instagram est public. Ce qui veut dire que si tu veux voir ce que je poste, t'as pas besoin d'être forcément abonné à moi, tu peux juste regarder sans être abonné. Donc évidemment, moi ce que j'en conclus, c'est qu'il voulait que je sache qu'il me suivait. Et vous me connaissez les gars, moi je laisse jamais passer une opportunité, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai bien sûr envoyé un message dans ses DM. Je me suis carrément glissée dans ses DM et voilà ce que je lui ai écrit. J'ai dit, je suis très heureuse que tu participes à ma série, est-ce que tu aimerais participer et peut-être avoir ton mot à dire? Et regardez, on voit que ça a été en vue il y a 12 heures. Donc Alexandre Benalla m'a laissé en lu. C'est trop triste, non vraiment c'est trop triste. Après bon je sais pas, on va lui laisser un peu de temps, hein. Peut-être qu'il va répondre, peut-être qu'il va vouloir contribuer à cette enquête. Parce que moi ce que je veux avant tout c'est pouvoir représenter les gens de la bonne façon, de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel et personne ne veut me donner aucune réponse. Donc nous allons commencer cet épisode avec là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir Véronique. Et visiblement ça a été vraiment une vraie bombe pour les gens d'apprendre voilà à propos de ce nouveau personnage dans l'enquête. Vous savez, cette femme qui semblait vraiment être très intellectuelle et qui parle de Chopin et des poètes. Celle qui explique dans cette interview, vous savez, qu'elle avait en fait besoin de cette émission pour défendre les droits des transgenres. Et je veux particulièrement dans cet épisode parler pour commencer de Véronique et notamment quelque chose que nous n'avons pas abordé dans le précédent épisode, notamment une partie de la correspondance qui était quand même assez importante. Donc l'intervieweur demande à Véronique « Vivez-vous seule ?» Et Véronique répond « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme. Et je concevais cette union un petit peu dans le style de George Sand et de Chopin. Chopin était probablement un transsexuel. Son style de la mélodie, la façon dont il jouait, rendent les choses évidentes. Et je crois que l'image qui a été donnée de Rimbaud et Verlaine, de leur union, est complètement déformée, caricaturée, une image caricaturale qui ne leur correspond pas du tout. Donc cet individu transsexuel qui parle exactement comme Brigitte selon la technologie de l'intelligence artificielle, ce logiciel qui dit qu'il s'agit de la même personne, même si la voix a vieilli avec le temps, elle confirme que la personne a les mêmes tics de langage. Quand elle dit « c'est-à-dire que »,« c'est-à-dire ». Et on apprend dans cette interview que cet individu transsexuel, en tout cas qui s'identifie comme tel, et qui dit dans l'interview qu'elle s'est toujours sentie comme étant une femme, et elle utilise ce prénom Véronique. Et elle avoue dans sa réponse qu'elle a déjà vécu avec une femme. Une union qui ressemblait un petit peu à celle de George Sand et de Chopin. Alors que quoi que ce soit que cela signifie, on sait en tout cas que c'est cet individu qui se présente à un ou une partenaire. Quelqu'un avec qui elle partage sa vie, je sais pas trop, pour moi j'ai pas compris trop ce que ça voulait dire. Et ensuite on apprend, et c'est une coïncidence vraiment étrange, n'est-ce pas, que Jean-Michel Trogneux, après que cette interview se soit tenue, eh bien épouse une femme, et oui, vous l'avez deviné, qui s'appelle Véronique. Bien sûr. Véronique Dreux, nous vous l'avons maintenant présentée, et Jean-Michel Trogneux se sont mariés le 24 novembre 1980,
à Blangy-Tronville, et il est surprenant de voir d'ailleurs que l'annonce de leur mariage a été publiée après qu'ils se soient mariés. Il y a donc après coup eu publication dans le Carnet du Courrier, donc un journal local, de l'annonce de leur mariage, et il est surprenant de constater que dans cette annonce, il y est écrit, pour les francophones qui peuvent lire ce qui est écrit, celui-ci, en parlant du mariage, a eu lieu dans la plus stricte intimité. Ah mais attendez, on a déjà entendu ça quelque part, non, ça me dit quelque chose, dans la plus stricte intimité. Ah oui, ça y est, ça me revient, c'est Tiphaine qui a utilisé cette expression quand elle a fait référence à l'enterrement de son défunt père. Père dont nous avons d'ailleurs appris par la suite qu'il n'avait pas été enterré mais incinéré, mais bon, peu importe. C'est ce que Paris Match a rédigé dans son article, que Jean-Louis Osière avait été inhumé dans la plus stricte intimité. Alors je sais pas pour vous, mais moi je ne connais pas beaucoup de monde qui se marie et qui souhaite que leur union reste célébrée dans la plus stricte intimité. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé entre ces deux individus, Véronique et Jean-Michel Trogneux. Et vous ne devinerez jamais qui était le témoin de mariage pour ce mariage. Brigitte Trogneux. Donc là, mon gars, moi je te dis, ces frères et sœurs là, ils sont vraiment hyper proches les uns des autres quand même. C'est quand même surprenant que cette femme, qui est donc à l'Élysée actuellement, Brigitte Macron, qui dit être Brigitte Trogneux, et qui était si proche de son frère pour être témoin à son mariage, souhaite aujourd'hui couper tous les liens avec ce frère en particulier. Elle a essayé de couper tous les liens quand les journalistes ont commencé à s'intéresser à cette histoire, et pourtant, il est bien enregistré que Brigitte Trogneux était le témoin, le seul témoin d'ailleurs qui a signé pour ce mariage qui a été donc célébré dans la plus stricte intimité. Et donc, ce qui est enregistré par la suite, c'est que Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont eu un enfant, Jean-Jacques. C'est ce garçon, vous savez, qu'on vous a montré en photo et qui ressemble vraiment, mais trait pour trait, à Emmanuel Macron. C'est vraiment difficile de me faire admettre que ces deux personnes n'ont aucun lien de parenté. Mais pourtant, selon la légende officielle, non, il n'y a aucun lien entre les deux. Il est juste du côté de la famille de Brigitte. Et 2 ans plus tard, Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont une fille, Valérie. Et peu de temps après, ils entament une procédure de divorce qui sera prononcée en 1987. Et c'est après que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des années plus tard, après le divorce, Véronique se remarie en 1998 avec un homme qui s'appelle Alain de la Simone, qui se trouve être un courtier d'assurance extrêmement important à Amiens. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'après son divorce avec Jean-Michel, Véronique monte vraiment de classe. Voilà maintenant qu'elle a beaucoup d'argent et elle commence à vivre un petit peu la grande vie. Une vie qu'elle n'avait manifestement jamais connue avant. Ok, bon, ça peut arriver dans la vie, on peut avoir des changements comme ça et vous devenez beaucoup plus à l'aise. Mais c'est important dans le cadre de cette enquête de souligner qu'elle vit désormais d'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. Donc naturellement, le journaliste Xavier Poussard l'a contacté. Et je trouve que c'est un bon point de départ, parce que si tu es dans le cadre d'une enquête en train d'essayer de déterminer si Jean-Michel Trogneux a fait une transition de genre et est devenu Brigitte Macron, il faut aussi être prêt à accepter des preuves qui indiqueraient en fait que vous avez tort, que votre thèse est complètement fausse, mais jusqu'à présent, tout le monde semble être complètement à sec puisqu'il ne nous donne pas de réponse. Il nous envoie des photos, mais ce sont des photos soit complètement fabriquées ou des photos qui ne viennent de toute évidence, de toute façon, que de Best Image, qui viennent donc de Mimi Marchand et qui sont donc de fait des images auxquelles il ne faut bien sûr pas faire confiance. Parce qu'on sait maintenant que Mimi Marchand a vraiment un long casier judiciaire derrière elle. Elle a été notamment accusée de beaucoup de faux, de nombreuses extorsions, et elle est actuellement dans de gros ennuis. Bon, bref. Donc Xavier Poussard a décidé de prendre contact avec Véronique Dreux. Devinez quoi? Elle a accepté, elle a parlé avec lui. Enfin, quelqu'un dans la famille, dans le clan, si on peut dire, accepte de parler à un journaliste. Nous l'avons contactée sur WhatsApp, elle a accepté d'avoir une conversation, elle a dit ok, fixons un rendez-vous plus tard pour parler. Et ce qu'elle voulait réellement faire, c'était effacer, faire disparaître toutes ces rumeurs à propos de son ex à mari d'il y a des années et des années sur le fait qu'il ait effectué une transition de genre. En l'occurrence Jean-Michel Trogneux. Et donc je vais vous lire cette partie directement depuis le livre de Xavier Poussard, qui est actuellement disponible sur Amazon, et qui s'intitule Becoming Brigitte. Je veux que vous vous souveniez que Xavier Poussard est quelqu'un de très méticuleux. Il a conservé les enregistrements de chaque personne avec lesquelles il a parlé, tout au long de cette investigation de 8 années. Donc dans son livre, il écrit ce qui suit à la première personne. Donc je cherchais à contacter Véronique Dreux. Quelle était la substance de son mariage avec Jean-Michel Trogneux? Qui était-il?
Pourquoi s'était-il séparé? Après son mariage avec Trogneux, Véronique a continué son ascension sociale, en épousant la Simone, maintenant répertorié dans le bottin mondain. Et c'est là que j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contactée sur WhatsApp, elle a accepté de me revenir le lendemain, ce qu'elle a fait. Notre conversation a duré une demi-heure. Même si elle répète constamment les formulations souvent entendues de l'entourage Trogneux, comme par exemple « Ces femmes sont folles !» en faisant référence à Natacha Ray et Amandine Roy. Elle a d'abord prétendu qu'elle ignorait quel était l'objectif de cet appel, ce dont il s'agissait. Écoutez, monsieur, je ne sais rien, c'est complètement ridicule parce qu'en plus j'ai 2 enfants avec Jean-Michel. J'ai même vu sur YouTube qu'ils avaient fait un arbre généalogique où il semble sous-entendre que je serais la mère de Macron. Véronique Dreux fait bien entendu référence aux questions soulevées par les internautes à propos de la troublante ressemblance physique entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Et elle poursuit l'interview en disant « Écoutez monsieur, moi je suis divorcée de Jean-Michel depuis des années. Écoutez monsieur, moi je me suis remariée, mes enfants sont ici, je ne veux aucun problème. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte, ça c'est ridicule. J'ai eu 2 chocolateries, 2 magasins de chocolat, j'ai eu 2 enfants, ça n'a pas fonctionné, et je suis retournée vivre avec ma mère, et c'est tout. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. » Xavier dit « Je l'ai prise au mot et je lui ai demandé des photos de son passé en commun avec Jean-Michel Trogneux, en lui promettant que si ces photos sont concluantes, je clorai l'affaire, sans même publier ces photos. » Et là, Véronique Dreux répond « Brigitte m'a demandé de ne pas m'impliquer. Moi, je ne veux pas d'ennui avec mes enfants ou bon, c'est plus pertinent pour la famille. » Ok, donc 2-3 choses que j'aimerais que vous vous souveniez. 2-3 choses à souligner là-dessus à propos de cette petite correspondance. Elle dit à Xavier qu'après le divorce avec Jean-Michel Trogneux, elle est partie vivre avec sa mère. Elle souligne également avec insistance que Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux, mais aussi que Brigitte lui a dit de ne pas s'impliquer. Mais ça c'est quand même assez bizarre parce que tu as donc 2 enfants avec son frère, et pourtant ce n'est pas ton ex-mari, Jean-Michel Trogneux, cette personne avec laquelle tu as été mariée, avec laquelle tu as élevé des enfants, qui t'a dit quoi que ce soit à ce sujet, qui t'a donné des consignes, mais plutôt ton ancienne belle-sœur. Ok, bon, ça c'est un peu bizarre. Moi, je me serais plutôt attendue à ce qu'elle nous dise « Jean-Michel Trogneux m'a dit de ne pas m'impliquer. Ne t'implique pas là-dedans, ils sont tous fous, par de là. » Ok, bon, mettons ça de côté. Donc, tu as divorcé, tu es allé vivre chez ta mère. Et pour une quelconque raison, tu écoutes ce que Brigitte Macron te dit de faire, alors que ça aurait peut-être dû être ton ex-mari, que tu n'as d'ailleurs pas du tout mentionné dans cette interview. Ok, donc revenons à la conversation de Xavier Poussard, la conversation où il parle de lui à la première personne dans son livre. Quand moi, Xavier Poussard, je lui dis qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron. Parce que c'est quand même à cause de son silence que sa photo, ainsi que la photo de ses enfants, celle de Jean-Jacques en particulier, circule de la sorte sur les réseaux. Et là, elle me coupe, et de façon inexplicable. Et aussi, je connais le père de Macron. Bon, je le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens. Mais par contre, je connaissais pas Emmanuel Macron. Nous, on vivait à Toulon, et je le connaissais même pas. Je l'ai vu pour la première fois au mariage de ma fille. Et là, j'entends quelqu'un d'autre sur la ligne. Véronique s'arrête, visiblement embarrassée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Mais comment vous appelez-vous » Fin de la conversation. Donc on découvre dans cette conversation que quelqu'un d'autre était dans la pièce, ok? Elle dit d'abord dans un premier temps « Ok, je suis d'accord pour parler avec vous » et ensuite il y a quelqu'un dans la pièce, quand elle a eu cette conversation avec Xavier Poussard, qui l'a arrêtée, quand elle a donné une information qui semble aléatoire mais pourtant très intéressante, le fait qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, mais qu'elle ne savait rien du tout à propos d'Emmanuel Macron, jusqu'à ce qu'il apparaisse au mariage de sa fille Valérie. Et bien sûr inutile de dire qu'elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard aucune photo de son ex-mari ou de leur mariage strictement privé, quoi que ce soit qui aurait pu immédiatement dissiper toutes ces rumeurs. De toutes ces années manquantes, pour ainsi dire, de sa vie et de celle de Brigitte Macron. Des photos qui auraient tout simplement mis un terme à tout cela, mais ils n'ont jamais été prêts à faire ça. Donc ensuite, Xavier Poussard fait ce qu'il sait faire de mieux, il enquête sur ce qu'elle lui a dit. Est-ce que peut-être Véronique était la George Sand de la Brigitte Chopin? Peut-être vivaient-ils ensemble? Et peut-être a-t-elle finalement aidé Brigitte Macron, à créer un alibi?
à propos de son passé, ou peut-être disait-elle la vérité, tout le monde est fou, Jean-Michel Trogneux était juste son ex-mari, comme elle le dit, et il est tout à fait vivant, bon c'est juste qu'il est dans l'incapacité de parler depuis des années. Je peux vous dire que Xavier Poussard a été en mesure de déterminer qu'il y avait un modèle de comportement très étrange pour Véronique après son divorce avec Jean-Michel Trogneux. À savoir qu'elle a tout simplement refusé de reconnaître son précédent mariage avec Jean-Michel Trogneux, même lorsque cela était exigé de la part de la loi. Par exemple, dans un document fiscal, le voilà, daté de janvier 1992, elle a indiqué qu'elle n'avait été mariée auparavant qu'une seule fois, à un homme dénommé Serge Franchois, ce qui par ailleurs est exact. Elle a d'abord épousé Serge et ensuite elle a épousé Jean-Michel Trogneux. Mais donc elle a bien eu 2 mariages et pourtant elle oublie, entre guillemets, Jean-Michel Trogneux. Elle dit non, je n'ai été mariée qu'une seule fois. C'est un mensonge. Qui parmi nous mentirait sur un document fiscal, un document des impôts? C'est une piste très glissante. Vous ne voulez pas vous faire choper en train de mentir aux impôts. Et pourtant elle l'a fait. Elle a complètement supprimé un de ces 2 mariages. Puis elle l'a refait dans le cadre d'une transaction d'immobilier. Dans le cadre d'une transaction pour acheter un bien en Corse, en 2018, elle a déclaré qu'elle n'avait en fait jamais été mariée auparavant dans un document délivré par un notaire. Elle a menti en présence d'un notaire. Une fois encore, elle a supprimé son mariage avec Jean-Michel Trogneux, qui lui donnait l'ordre de prétendre, de faire semblant qu'elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel Trogneux. Sur 2 documents légaux, elle l'a juste effacé, supprimé du reste de sa vie. Xavier Poussard a également pu déterminer qu'elle lui avait menti lorsqu'ils avaient échangé par téléphone, quand elle a dit qu'après le divorce, elle était partie vivre avec sa mère. Il a été capable de retrouver des documents qui lui ont fait révéler qu'elle était allée vivre dans un appartement à Amiens qui appartenait au père de Jean-Michel Trogneux. Donc la famille Trogneux l'a installée dans un appartement et bon, j'imagine que c'est pas complètement bizarre que ton beau-père paye pour ton appartement, ton ex-beau-père. Ce qui est bizarre en revanche, c'est que tu mentes à ce sujet quand des années plus tard, les gens ont commencé à te poser des questions à propos de ton ex-mari. Il convient de noter également qu'à peu près à cette époque de leur divorce, donc ils sont officiellement divorcés en 1987, on peut supposer qu'ils se sont séparés quelque temps avant parce que ça prend toujours un petit peu de temps entre le moment où on décide de divorcer et le moment où le document officiel qui acte le divorce est prononcé et scellé. Peut-être 1 an au minimum, si les choses se font très très vite. Mais c'est précisément les années, le moment où la Brigitte Macron qu'on connaît, a commencé sa carrière visible publique en tant qu'enseignante. Elle commence en 1986 à l'école Lucie Berger et soudainement, la voilà qui change de carrière. Et voilà que c'est la seule chose maintenant qu'ils acceptent de nous montrer. Oh, regardez, c'était une enseignante, c'était une professeure ici. Et bien sûr, le futur amour de sa vie, Emmanuel, n'avait que 9 ans. Ce qui signifie qu'il ne reste que 5 ans, juste 5 ans. Et puis Brigitte Macron, celle que l'on connaît, rencontrera l'amour de sa vie. Je crois vraiment que c'est le bon moment de vous dire que la plupart des choses que vous pensez sur Emmanuel Macron, son héritage, c'est juste objectivement faux. Emmanuel a eu un sacré coup de main dans la vie. Ce type qui est si privé, nous ne savons pas grand-chose le concernant. Ce que nous savons de lui, je dirais que c'est assez sinistre. C'est assez sinistre. Ça me fait penser, ça me fait penser à ce film Un crime dans la tête. Et je vous parlerai de ça après une courte pause avec notre sponsor. Donc en ce qui concerne Emmanuel Macron, on vous a peut-être accidentellement menti. Je sais pas, moi, on vous a répété ce que les médias ont dit à son sujet. Et les médias ont vraiment raconté des histoires sur son compte, le dépeignant comme un petit virtuose de Mozart, très en avance sur son temps, je ne sais pas, racontant ses histoires pour faire avaler que cette histoire qui est en fait, disons-le, une histoire de pédophilie, et qui peut, par ailleurs, je le précise, encore être poursuivie en justice jusqu'à la fin de cette année. C'est quand même assez intéressant. Mais la presse a dit à tout le monde qu'il était juste un écrivain incroyablement doué. Il aimait aussi jouer du Chopin pour Brigitte au piano. Ok, cool. D'après Xavier Poussard, dans son livre, en 2020, le mythe de l'écrivain Macron a définitivement été complètement démystifié par un journal. Comme il écrivait, vous savez, ses romans et que Brigitte n'arrêtait pas de parler de sa passion pour l'écriture.
Bref, pour la faire courte, ils ont réalisé que non, c'est pas vrai. Et vraiment, ils ont créé cette image de lui parce qu'ils voulaient que le public croie qu'il était vraiment ce génie qu'il dépeignait et que donc de ce fait, il méritait d'être soudainement dans ce milieu politique, qu'il avait eu ce passé où il était vraiment un petit génie. Et comme je vous l'ai dit, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La vérité, c'est que la vraie histoire d'Emmanuel Macron est plus du genre fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, pas grand-chose sur son enfance. On sait que sa mère était responsable du programme de réassignation sexuelle à la sécurité sociale. Son père aurait été psychiatre, mais selon Véronique, elle n'avait aucun souvenir d'Emmanuel ayant été à ses côtés. Sa grand-mère, Manette, dont nous savons avec certitude qu'elle était impliquée dans son enfance, c'est la seule dont il parle affectueusement, ou même la seule qu'il mentionne quand il s'agit de parler de son enfance. Nous savons aussi que Mamie avait un certain don, un certain goût pour les livres centrés sur la pédophilie. Ça, c'était vraiment le truc de Mamie. Qu'est-ce que tu veux y faire? Elle aime ces livres pédophiles. Elle est juste du genre, on parle de pédérastes dans ce livre? Ah bah ça c'est super. Est-ce que nous allons reparler d'André Gide? Revenir sur tous ces passages abominables? Eh bien moi, mon petit-fils et moi, on partage ça, on a ça en commun. Comme je l'ai dit, nous avons appris qu'il était un peu un solitaire, il n'avait pas beaucoup d'amis, ses copains, les seuls qu'il avait, ou les seuls qui se souvenaient de lui, ne savaient même pas ce que ses parents faisaient dans la vie. Eh bien, selon le livre du Wall Street Journal, The Calculator Rise of Macron, c'était la famille Rothschild, la banque Rothschild, qui avait tout à voir avec son CV. Et curieusement, Xavier Poussard avait découvert que la banque avait commis une erreur interne dans ses documents lorsqu'elle avait répertorié Macron, qui, rappelons-le, est censé être né à Amiens, étant né à Paris. Et ils ont commis cette erreur sur plusieurs documents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et ce qu'il y a, c'est que ces trucs n'arrivent pas de se reproduire sans cesse. Il nous est dit dans la biographie officielle qu'il serait né à Amiens, et puis ensuite on a l'ancien maire d'Amiens qui dit non, il est tuquet-toi, Macron, il est du Touquet. Et voilà que maintenant nous avons les Rothschild qui rapportent qu'il est né à Paris. Et en fait, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Vraiment, on ne le sait pas. Mais nous avons cet extrait du procès-verbal de la banque de Rothschild qui indique que Monsieur Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Paris. Et ils l'ont refait à plusieurs reprises et donc ils continuent de faire cette erreur encore et encore. Oh mince! Mais bon, ça devait être juste une erreur administrative. Maintenant, Emmanuel n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a même dit ça en 2012 et je cite: « J'avais un passé très inintelligible. Personne ne pouvait me comprendre si ce n'est les Rothschild. » Ok, et quand il est devenu le conseiller économique du président François Hollande, il a dit que David de Rothschild, je cite, « Il est au courant de mon engagement. Je suis sa couverture. Quand la gauche sera au pouvoir, je serai son protecteur. » Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On parle de quoi là? Qu'est-ce que tu racontes, Emmanuel Macron? Tu vas être son protecteur quand tu arriveras au pouvoir? Et je vais vous lire ce passage concernant son ascension au sein de la banque de Rothschild parce qu'apparemment son ascension ne faisait aucun sens à ses collègues. Ceci est tiré du livre de Xavier, je cite: « Au sein de la banque, les progrès d'Emmanuel Macron en ont surpris beaucoup. Sarah Harfouche explique qu'il avait, je cite, qu'il avait été identifié comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts. Et Sophie Javary, qui l'a formé chez les Rothschild, chez Rothschild, la banque, rapporte qu'il avait des contacts de très haut niveau pour nos dossiers qui étaient en lien avec l'État. » Fin de citation. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés ont été surpris par, je cite, ses soutiens au plus haut niveau de la société, notamment de la part de David de Rothschild et de son bras droit François, qui lui permettait occasionnellement de, je cite, contourner sa hiérarchie immédiate. Ce soutien lui a permis de devenir, à l'âge de 32 ans, le plus jeune directeur associé de l'histoire de la banque. Même si, selon d'autres salariés, il était un piètre technicien. Je cite, Macron n'y connaît vraiment pas grand-chose. Je cite, en réunion, on rigole. Et on se dit, ah, encore une pépite de Macron. Selon d'autres confidences, des membres de la banque de Rothschild et des exécutifs de la banque, un journaliste confirme une très vive amertume suscitée par sa promotion très accélérée. Je cite, chez Rothschild, il a la réputation de ne jamais avoir fait d'équation.
Ils ne savaient même pas ce qu'était l'EBITDA, qui est l'outil qui permet quand même de mesurer la rentabilité d'une entreprise. David de Rothschild a dû violer les termes de la banque pour pouvoir le nommer associé. Ok, donc imaginez-vous un associé de la banque de Rothschild qui ne sait même pas ce que l'abréviation EBITDA veut dire. Je veux dire, bon, moi je suis pas une institution financière, hein, mais bon, savoir ce que c'est le bénéfice avant intérêt et avant les impôts, c'est quand même un peu basique et il ne savait même pas ce que c'était. Et donc forcément, les gens qui étaient autour de lui, qui évoluaient autour de lui à de Rothschild, ont regardé son ascension et étaient forcément un peu amers parce qu'ils savaient que David de Rothschild avait vraiment la main mise dans cette affaire. Vous pouvez tout à fait lire à propos de cette histoire dans le livre du Wall Street Journal. Tout cela à propos du passé vraiment ambigu de Macron et tous les gens dans l'entourage qui n'ont pas compris comment il avait été propulsé à ce niveau dans la banque. Et par ailleurs, cette élévation, si je puis dire, est arrivée avant même qu'il arrive à la banque. Ça a déjà commencé à l'école. Donc on nous a dit que c'était un Mozart, hein, n'est-ce pas? Ce gosse, non, il avait quelque chose, il était tellement brillant. Et donc vous allez trouver le point suivant un petit peu bizarre. En 2002, quand il n'avait que 25 ans, Emmanuel Macron a été accepté à l'ENA. C'est en quelque sorte l'École nationale de l'administration. Une académie des études supérieures hyper sélecte. C'est la meilleure façon dont je peux l'expliquer aux anglophones qui nous écoutent. Pourtant, il a raté le concours d'entrée à 2 reprises. Et ensuite, il a été comme par magie admis sans même avoir à répondre aux oraux. Pendant l'examen oral, qui fait partie du processus d'admission, une question est posée et il n'a même pas eu à y répondre. Dans cette école d'élite que vous devez absolument fréquenter pour obtenir un emploi de haut niveau, comme cadre financier par exemple, eh ben ils l'ont juste autorisé à être accepté sans même passer l'examen oral. Ça c'est du jamais vu ça. Et puis bon, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans les premiers de sa classe. Il se retrouve classé dans le top des élèves de sa classe et il peut devenir inspecteur général des finances. Ses collègues de classe ils savaient que c'était un idiot, que ce classement était clairement truqué. Et il y a même eu une réaction assez importante de la part des étudiants de sa classe à cette époque-là. Ils se sont littéralement mobilisés contre la fraude des résultats. Ce qui a conduit par la suite à ce que le Conseil d'État intervienne et décide d'annuler le classement des écoles pour cette année-là. Pour la première fois dans l'histoire de l'école, non mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est comme un programme de la MBA, où genre, ah non, ce gamin c'est trop un idiot, je sais même pas comment il est arrivé ici. Et puis quand le classement sort, ah non, en fait c'est le gars le plus intelligent de la classe. Alors là ils se sont dit non, mais il se passe quoi là? De toute évidence, c'est truqué, c'est complètement truqué. Et donc ils ont impliqué le Conseil d'État dans l'histoire. Et puis ils ont dit, bah vous savez quoi? On n'a qu'à dire que bon, y a pas de résultat cette année. Genre, à quoi? Un petit point rapide à ce sujet, au fait, c'est que en 2021, quand Emmanuel Macron était donc président, il a décidé d'annuler l'ENA. Il a dit non, mais en fait, nous avons besoin de plus de diversité dans le monde de la banque, de la finance. Donc, devrait même pas y avoir ce programme. C'est complètement ridicule, c'est fou, il nous faut plus de diversité. Ouais, d'accord, ok mon pote, je suis sûre c'est de ça dont il s'agit. Et peut-être que dans toute ta carrière, tu as été préparé pour ce moment où tu es devenu président de la France. Alors qu'en réalité, la seule chose que tu es, qui est la seule chose que nous pouvons vérifier, c'est que tu es un étudiant en théâtre et que donc tu sais comment jouer la comédie, tu sais comment faire semblant. Faire semblant que c'est toi le président de la France alors qu'il y a clairement quelqu'un derrière toi qui t'a dirigé pendant toute ta vie. Un autre point étrange, c'est que lorsqu'il a été admis à la banque de Rothschild, en 2008, il était censé avoir rendu public un ordre du ministre qui lui accordait une dérogation au service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il a été exempté. Donc il n'a même pas eu à réinstaurer cette formalité lorsqu'il a ensuite quitté la banque et qu'il a magiquement été nommé dans l'équipe du président de la République François Hollande, en tant que conseiller économique. Mais quoi? Le vice-président du Conseil d'éthique juridique de l'État a fait une déclaration à ce sujet. Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il n'avait jamais vu qui que ce soit bénéficier d'une exemption à ce sujet, sans avoir à passer par certaines étapes obligatoires. Et je suis sûre que, tout comme les autres étudiants de l'ENA, n'avaient jamais vu quelqu'un qui, ne pouvant même pas avoir le niveau pour entrer dans l'école, qui clairement n'était pas le premier de la classe, a finalement fini par être récompensé, et dont on a dit ça c'est l'enfant le plus brillant de la classe. Ils étaient outrés.
Et ils avaient raison d'être outrés. Et les gens qui travaillaient à la banque de Rothschild étaient également outrés. Par ce gars qui savait même pas c'était quoi les bidas. Alors qu'en fait, on dirait que c'est un idiot. C'est un idiot. Quand il s'agit des finances, c'est un véritable idiot. Et d'ailleurs, il serait probablement totalement incapable de faire de la poésie sur quoi que ce soit. Vous savez, ça me fait penser à cette histoire du politicien qui a un jour dit, à propos de sa grand-mère, qui parlait du Pyrénéen. Oh, vous savez, tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'était qu'elle apprenne le français. Parce qu'elle parle que le pyrénéen, et puis ce politique à côté qui le regarde genre, mais attends, c'est même pas une langue, le pyrénéen. C'est pour ça que j'ai dit que ça me faisait penser à ce film Un crime dans la tête. Maintenant, concernant la famille de Rothschild, il y a tellement de choses que je pourrais dire ici, mais je ne veux pas que cet épisode soit coupé sur YouTube. Donc il vous suffit de faire vos propres recherches sur Internet, de voir les liens qu'ils ont notamment avec Jeffrey Epstein, les divers scandales de pédophilie, d'inceste qui abondent et qui ont entouré cette famille. Vous pouvez faire vos recherches, mais sachez que tous les journalistes qui ont commencé à écrire sur ce sujet, en France en particulier, doivent faire face à des accusations d'antisémitisme. Oh non, mais que Dieu nous en préserve, vous ne pouvez pas rapporter des faits concernant la famille de Rothschild et leur empire. Donc ce que je vais faire à la place, c'est vous laisser avec ce que Xavier Poussard a dit, que je pense qu'il a résumé la situation de manière assez brillante en ce qui concerne les Rothschild. Il a écrit que la longévité des enfants de Rothschild et la préservation de leur fortune sont basées sur une pratique d'endogamie et d'alliance entre cousins, essentiellement donc des croisements familiaux. Lors d'une conférence au musée d'histoire de l'art, Nathalie Rims, la cousine de David de Rothschild, est allée encore plus loin. En déclarant, je cite, « C'est une pratique très courante dans ces familles. Le vice, c'est agréable, mais l'inceste, c'est beaucoup mieux. Parce que ça reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés pour nous taire, afin que rien ne sorte. Nous sommes élevés avec ce poids pour nous assurer, et cela fonctionne, que nous ne parlerons jamais. » Xavier conclut en disant des mots qui font écho à tout ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête à propos de Brigitte, une famille cloîtrée dans le silence, jalouse de protéger un secret de famille, et zélée pour protéger un secret de famille, désormais devenu affaire d'État. Et je vous le dis, en ce qui concerne ce chapitre final concernant les Rothschild, les scandales abondent, y compris les scandales qui concernent David de Rothschild. Croyez-moi, vous voulez lire le livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte. Parce que ce que je vous ai donné jusqu'à présent, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Je ne peux même pas vous expliquer combien de scandales de pédophilie j'ai dû supprimer de cette enquête, de ce contenu Becoming Brigitte ici sur YouTube. Donc autant que possible, je dois vraiment faire en sorte que ce contenu soit accessible, on va dire, tout public. Mais on ne peut pas continuellement admettre que tout ça, ce ne sont juste que des coïncidences. Ça fait beaucoup trop de coïncidences qui s'additionnent. Vous pouvez pas jouer la carte du « tous mes potes sont pédophiles et trans, sauf moi ». Je sais pas, moi ça me rendrait un peu mal à l'aise d'accepter cette soi-disant vérité. Si vous aviez quelqu'un dans votre vie qui vous dit « Mais attends, mais je te jure, tout le monde autour de moi est impliqué là-dedans. Mais moi, mais pas moi, j'y suis pour rien, moi ». C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de nous vendre en ce moment. Oui, tout le monde est impliqué dans ces histoires glauques, mais pas moi. Je vais vous dire, moi, après avoir lu ce livre, je regarde à lui comme un véritable idiot. C'est juste un pion et qui a été préparé depuis qu'il était enfant. Mais la question est, préparé par qui? Qui est son père? Qui est son père? S'il n'a pas vraiment de relation avec son père, ce que nous avons découvert tout au long de cette enquête d'ailleurs, il ne semble vraiment pas avoir des relations étroites avec ses parents. Cela signifierait-il peut-être que ce sont ses médecins, peut-être? Je ne sais pas, on leur a posé des questions assez précises à laquelle ils ont refusé de répondre. Tout simplement parce qu'ils ont compris que nous avions compris. Et la règle du jeu avec eux, c'est que vous devez être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions. Parce qu'ils ont une faculté et la facilité de pouvoir changer de nom, de pouvoir changer d'identité très facilement. Alors si vous vous posez la question de savoir pourquoi Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron, quelle est la chose qui a sauvé Xavier Poussard, là où les femmes, Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont fait un travail extraordinaire, ont fini par être poursuivies pour des petites erreurs? La réponse est assez drôle parce qu'en fait elle se résume tout simplement dans la différence entre les hommes et les femmes. Moi je dirais que les femmes d'une façon générale ont quand même tendance à être beaucoup plus intuitives. Nous sommes intuitives, nous y allons, nous suivons notre instinct, je le dis tout le temps. À mon mari, je lui dis attends, cette personne-là elle me donne une mauvaise vibe, je ne fais pas du tout confiance à cette personne, ce qui fait que je me fie beaucoup plus à mon instinct. Je crois véritablement que les femmes ont l'intuition de Dieu, surtout quand il s'agit de nos enfants.
Mais les hommes ont tendance à être un petit peu plus techniques. Ils ont juste besoin de mathématiquement presque calculer les choses, vérifier les choses, pour être sûr que quelque chose est juste. Et ils seront capables de remettre les choses en question et de ne pas suivre leur instinct. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Xavier Poussard. Xavier Poussard a utilisé une technologie dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Mais je veux vraiment aujourd'hui vous démontrer ces technologies parce que quand il me l'a envoyé, mon cerveau de fille a juste dit attends, ok, moi j'y connais pas grand chose en intelligence artificielle, je suis pas trop dans la technologie, mais quand il a commencé à m'expliquer cette technologie connue sous le nom de Face++, qui est une technologie louée par le Forum économique mondial, qu'il l'a classée parmi les 11 plus intelligentes sociétés en 2017. Ces quartiers généraux sont situés à Beijing, en Chine, comme je vous l'ai déjà précisé, et c'est le logiciel que la Chine utilise comme logiciel de reconnaissance faciale. Et quand il m'a montré à quel point c'était précis, j'ai été positivement choquée, vraiment honnêtement choquée, puis surprise, et ensuite terrifiée par la direction que prend le monde. Quand on pense à tous ces mondialistes qui, en tout cas de ce que je pense, veulent absolument nous transformer en cette sorte d'esclaves technologiques, et d'être forcés d'admettre que cette intelligence artificielle est vraiment très précise. Et elle est estimée à 1 milliard de dollars. Il est dit sur le web qu'elle a été fondée en 2011, et que c'est donc un leader dans l'industrie de l'intelligence artificielle et des systèmes de reconnaissance faciale. Je veux vous montrer cette technologie tout comme lui me l'a montré. Et moi j'ai regardé pour voir si peut-être la machine pouvait se tromper et à quel point elle pouvait être précise. Parce que bon, admettons-le, on vit aujourd'hui dans l'ère de la chirurgie plastique. Les femmes peuvent littéralement changer leur visage. Et le fait que cette technologie soit toujours capable de reconnaître qui est cette personne est totalement incroyable. Donc voilà un exemple qui figure également dans son livre. Je veux souligner par exemple Kim Basinger en haut à droite, qui a énormément modifié son visage, ok ? Bien la machine ne se trompe pas, ça regarde le truc et ça dit non, ça c'est toujours Kim Basinger. Donc ça vous sort à un pourcentage et ça vous dit que vous entrez dans la gamme des certitudes des 75% et quand vous obtenez plus de 70%, c'est que vous êtes très élevé dans la certitude que la personne est la même. Je vais vous montrer que la machine est même, le logiciel est même capable de prendre une photo d'enfance qui, même si cela peut faire un petit peu diminuer le taux de reconnaissance, et donc ne vous amenant ainsi pas dans la gamme des 70+%, mais plutôt dans la gamme des 60+%, le logiciel est toujours capable de déterminer si oui c'est cette personne ou pas. Donc vous voyez des personnages, vous voyez Shirley Temple, vous voyez Hillary Clinton. Elle, son visage n'a pas trop changé depuis l'époque où elle était enfant, donc forcément le taux de pourcentage est plus élevé. Donc en haut là-bas, bien sûr, vous avez la princesse Diana, vous avez la reine. Et donc ce logiciel est dans la mesure, malgré le temps qui passe et l'âge qui vieillit, ce logiciel est capable d'identifier si c'est la même personne ou pas. Ce qui est incroyable, comme je vous l'ai dit. Ce qui est, d'ailleurs, je vais vous dire, la raison qui, pour moi, si j'avais dû parier sur quelqu'un, moi j'aurais parié sur Natacha Ray. Sur elle et son instinct qui, lorsqu'elle a vu cette photo pour la première fois, la photo d'André Louis à son mariage et qu'elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelle Jean-Louis. Donc ok, si on regarde la photo, on voit que sur la gauche, là, c'est évidemment la photo de mariage, avec le marié, et à droite c'est son cousin qui s'appelle Jean-Louis. Donc ça, pour moi, c'est des personnes. Moi, j'aurais pensé que ça c'était la même personne. Et Natacha, quand elle a vu la photo, elle a dit ah non, attends, moi je pense que la personne sur la photo c'est bien ce type-là. Et je pense clairement qu'il se moque de nous. Et franchement, si moi j'avais juste regardé la photo et que j'aurais fait confiance à ce que mes yeux voyaient, j'aurais totalement co-signé ce que Natacha Ray pensait. Mais Xavier Poussard et Natacha a pensé ça, l'a écrit, elle l'a dit, et donc c'est la raison pour laquelle elle a été poursuivie pour diffamation. Mais Xavier Poussard, lui, au contraire, a passé ces deux photos à l'analyse de son logiciel, et l'analyse a conclu que non, c'est pas la même personne. Dans Face++, c'est revenu avec le taux de 52%, ce qui est très bas. Et donc il a dit bah ok, là il m'a manqué un bout d'histoire, j'ai raté quelque chose, j'ai manqué quelque chose. Et je vais me fier à la technologie. Si la technologie me dit que ce sont là deux personnes distinctes, alors je vais m'y fier, même si ces deux personnes qui sont cousins germains se ressemblent vraiment énormément. Et bien sûr, nous avons ensuite appris, comme nous l'avons dit dans un épisode précédent, que oui, il s'agit bien d'une personne différente. Que Jean-Louis Osière était bien un cousin germain et qu'il n'était pas la même personne que celle qui est photographiée là. Et c'est la raison pour laquelle elle a été poursuivie pour diffamation. À nouveau, il n'attaque pas sur le fond du problème. Il n'attaque pas sur le fait et l'allégation que Brigitte ait fait une transition de Jean-Michel Trogneux à Brigitte. Mais ils ont attaqué une erreur qui peut se produire lorsque vous faites une enquête de cette ampleur sur une histoire pareille. Et que tout le monde refuse de vous donner des réponses.
Et même parfois, on vous envoie intentionnellement sur la mauvaise voie. Donc, concernant maintenant Brigitte Macron, qui nous le savons a changé son visage puisqu'elle a vu ce chirurgien esthétique, où elle aurait donc fait de la chirurgie pour féminiser son apparence. Et en plus, maintenant, elle est elle a dépassé les 80 ans. Donc, nous n'avons des photos d'elle que la photo de famille, en fait. Idem pour Jean-Michel Trogneux. Les seules photos que nous ayons de lui, ce sont les photos de quand il était petit. Et donc, quand vous rentrez tout ça dans le logiciel, eh bien, le logiciel ressort avec ce qui suit. Ça nous dit qu'il y a une très forte probabilité, et ça, c'est avec les dents refaites, hein. L'analyse nous dit que c'est bien ce petit garçon-là. Ce petit garçon sur la photo de classe, c'est lui. Le résultat, selon les photos choisies, revient de normal à élevé. Et ça, c'est juste sur la base de la seule photo presque que nous ayons de cette photo de classe. Avec des années de ravalement de façade qui séparent les deux images. On compare aussi, voilà, il y a la photo avec ses anciennes dents que vous voyez en haut, et avec les nouvelles photos. Et vous voyez que les résultats sont même encore plus élevés avec les nouvelles photos. Et ça, ces photos, c'est des photos où elle a eu vraiment un ravalement de façade, comme j'ai dit, effectué par le magicien de la féminisation, le magicien de la communauté transgenre, de la chirurgie esthétique. Ce gars qui peut faire de vous une femme. Vous savez, celui qui a dit qu'il vous regardait aux femmes comme étant de l'argile. Donc, il est absolument certain que ça, c'est Brigitte Macron. Ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain que la femme sur la photo de mariage, donc Brigitte Trogneux, qui a épousé André Louis, n'est pas la première dame Brigitte Macron. Les probabilités reviennent comme étant faibles. Faibles que ces deux femmes soient la même personne. Attends, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire quoi par le fait que ce soit faible probabilité que ce soit la même personne? Et cela nous donne peut-être la réponse au pourquoi elle ne nous donne pas de réponse. Parce qu'elle ne se joindra pas à un procès et n'affirmera pas formellement en disant simplement « Oui, ça, c'est moi sur la photo ». Elle ne répondra pas non plus aux questions que notre équipe juridique leur a sorties. Vous savez, nous, on veut pas mentir, tout comme Xavier, on n'est pas là pour répandre du mensonge. Ça me ferait pas du bien, hein, vous savez, ça n'aiderait pas au fait que mon audience, les gens qui m'écoutent, aient envie de revenir m'écouter si je racontais des histoires. Alors aidez-moi à vous aider, tout simplement, Brigitte. Est-ce que c'est vous sur la photo? Et comme vous le savez, elle ne veut pas répondre à cette question. Et si nous nous tournons vers l'évidence de l'intelligence artificielle, eh bien la raison pour laquelle elle ne veut pas répondre et qu'elle ne répondra pas, c'est parce que ce n'est pas elle sur la photo. C'est quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est Brigitte Trogneux. C'est très surprenant quand même, parce que Jean-Michel Trogneux, censé avoir participé à ce mariage, il n'y a aucune photo, on ne le voit pas. Parce que souvenez-vous, toutes les photos où apparaissent Jean-Michel Trogneux et les autres, hein, ont été détruites. À part ces deux malheureuses photos du pauvre André Louis, et puis la même chose pour Brigitte. Et donc nous constatons avec regret que malgré toutes les photos qui devraient être mises à notre disposition, nous ne pouvons pas mettre la main sur des photos d'école. Des photos d'école. Ils veulent pas les donner, ils les donneront pas, ils disent non, il y a rien qui existe. Elles n'existent pas, elles ont juste été supprimées. On vient tout simplement de supprimer une personne entière. Et en ce qui concerne la fameuse photo de la communion que nous avons regardée et avons immédiatement déterminé qu'elle ne ressemblait pas du tout à Brigitte Macron, eh bien le logiciel nous fournit cette réponse. Non, ça n'arrivera pas, non, pas la même personne. Ok, donc qu'arrivons-nous à discerner de tout ça? Ce que nous discernons de cela, c'est que les photos que Mimi Marchand, vous savez, Best Image Agency, qui est super en contact avec les gangsters, fait vraiment le taf en s'assurant que tous les scandales de pédophilie n'atteignent jamais la presse, ces scandales de pédophilie abjects et abominables. Elle empêche vraiment que cela n'atteigne la presse, étant la papesse, des médias de célébrité, celle sans laquelle rien ne se publie. C'est à travers elle que tous les producteurs de films documentaires, autobiographiques, biographiques sur le couple présidentiel doivent passer pour obtenir la moindre image. Et quand enfin ils arrivent à obtenir quelques images, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre les premières images et les autres. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de photos. Il y a ces pauvres photos dont on a déjà discuté, donc celle de son enfance et puis celle de son prétendu mariage. Eh bien, je vais vous dire que le logiciel chinois approuvé par le World Economic Forum comme étant l'un des meilleurs logiciels dans le paysage actuellement nous disent que ces deux images ne sont pas la première dame actuelle. Que devons-nous penser de tout cela? Que devons-nous penser de tout cela? Le silence, la tromperie, les techniques d'intimidation,
s'en prenant aux gens avec leurs impôts, en voyant les contrôles fiscaux et le fisc à la trousse des gens quand ils peuvent pas les avoir sur le terrain de la diffamation, quand ils essaient d'aller creuser pour savoir qui finance les gens qui veulent s'en prendre à eux. Nous, par exemple, comme je l'ai partagé auparavant, notre interview avec Xavier Poussard a carrément été retirée de YouTube, pour des raisons vraiment étranges, exigeant la censure, accusant Xavier Poussard d'antisémitisme, au sujet d'un article qu'il a écrit qui n'avait, par ailleurs, mais rien à voir en quoi que ce soit avec cette histoire. Il s'agissait d'un article écrit il y a genre 5 ans, à propos du pouvoir en France, de ceux qui contrôlent les médias en France. Et donc ils s'en sont pris à lui pour antisémitisme, alors qu'il n'a même pas mentionné que ces gens étaient juifs. Il n'a fait qu'écrire le nom des personnes qui, selon lui, ont tout le pouvoir en France. Donc ils vont aller rechercher tout ce qui est possible au lieu de juste quoi. On demande quoi? Juste nous montrer des photos de la vie, des photos du mariage, de votre vie mariée avec André Louis. Est-ce que ça aussi, vous allez nous dire que ça a également été détruit, que ça a mystérieusement disparu? Ou devons-nous tout simplement peut-être en déduire que la personne qui vit actuellement au palais de l'Élysée, la personne qui a clairement préparé le président, cette personne n'a pas été si honnête sur son passé. Emmanuel Macron n'est pas le génie virtuose tel qu'il a été présenté au public. Et peut-être que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qui, pendant sa transition, moi c'est l'image que je vois là dans ma tête. Et je serais vraiment heureuse de pouvoir corriger ça si j'ai tort. À nouveau, je vous le répète. Je sais pertinemment qu'à l'Élysée, vous êtes en train de regarder cet épisode. Alors s'il vous plaît, répondez juste par oui ou par non à nos 21 questions. Parce que moi, l'image que j'en déduis dans ma tête avec tous ces éléments, et encore une fois, nous ne sommes même pas encore rentrés dans l'interview explosive avec Xavier Poussard, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 80. Il y a quelque chose qui s'est passé de la mi-année 70, donc 75 jusqu'aux années 80. Véronique Dreux, Jean-Michel Trogneux, votre réapparition en 1986 comme professeur, les mensonges que vous avez laissés être véhiculés à votre sujet, la sexy Claudia Schiffer. Elle a jamais existé. Moi, je vois pas une femme comme ça, avec des superbes jambes irrésistibles, que les jeunes gens ne pouvaient tout simplement pas. Oh my God, non. Non mais regardez cette image. De quoi vous me parlez? De quoi on parle là? Qui a sanctionné ces mensonges dans la presse? Qui es-tu vraiment? Et quelle est ta relation avec Emmanuel Macron? Et quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec toi? Est-ce que c'est la même relation que tu as avec Jean-Jacques? Parce que pour moi, Jean-Jacques, c'est pas juste un neveu. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui cloche quand je regarde cette photo. Il y a vraiment quelque chose qui cloche quand je regarde cette photo, et bien sûr, c'est tellement simple de répondre à ces questions. Et bien sûr, vous persistez à refuser de répondre à ces questions, vous allez même jusqu'à essayer d'intimider une journaliste américaine. Et je dois d'ailleurs vous dire que le fait de faire ça, ça ne vous fait paraître autrement qu'extrêmement coupable. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet. Ok les gars, donc nous allons diffuser la première partie de l'interview avec Xavier Poussard, mais je voulais faire une autre vidéo. Je voulais d'abord refaire un épisode ici, parce que je voulais que certaines choses qu'il va vous expliquer fassent du sens pour vous. Notamment quand il va faire référence à ce logiciel qui l'a littéralement sauvé, qui l'a empêché de faire des erreurs. Des erreurs ou des suppositions qui leur auraient donc donné la possibilité de rebondir. Donc la première partie de cette interview sera diffusée ici sur YouTube, puis nous mettrons le reste sur mon site candaceowens.com. Ok, donc je vais regarder quelques-uns de vos commentaires, et je sais que certains d'entre vous ont déjà acheté le livre Becoming Brigitte de Xavier Poussard, que vous avez certainement tout de suite sauté à la fin pour connaître l'histoire, et je sais que, comme je l'ai déjà dit, je n'ai fait ici que vraiment même pas effleurer la surface des choses. Et après vous avoir montré notre interview, nous allons encore rentrer dans plus de détails, et vous aurez encore plus de questions. Des questions notamment à propos de, vous savez, ce petit bonhomme gros là qu'on a présenté, que les médias ont présenté comme étant Jean-Michel Trogneux, et certains sont allés un petit peu vite dans l'analyse et sont déjà arrivés à se dire on a trouvé qui c'était, lui, ce prétendu Jean-Michel Trogneux. Ce personnage qui, de façon surprenante, n'était même pas aux côtés de sa famille lors de l'investiture, mais était aux côtés des Rothschild. Ok, bon, nous entrerons dans tout cela probablement un épisode après la diffusion de l'intégralité de l'interview. Et on vous donnera toutes les infos pour que vous puissiez un petit peu rassembler les pièces du puzzle. Finalement, il suffit de faire confiance à l'intelligence artificielle, qui a cette technologie qui dit tout simplement que non, ça, c'est pas Jean-Michel Trogneux.
Et donc ensuite, Candace Owens va commencer à lire quelques-uns des commentaires des gens qui suivaient le direct, et elle va notamment s'adresser au sujet de dire à quel point il est grave que les journalistes, lorsqu'elle a commencé à publier l'annonce de cette série qui allait sortir, s'en sont vraiment pris à elle et ont essayé de la psychanalyser en disant qu'elle était complètement folle, qu'elle était hystérique, etc. Et elle dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité et du poids et de la responsabilité de ces journalistes, de ces médias qui, au lieu d'attribuer l'hystérie à la vraie histoire, à la perversion, à la pédophilie et à toutes ces choses gravissimes dont il est question dans cette histoire, ils ont attribué l'hystérie à la personne qui menait l'enquête, moi en l'occurrence. Et donc elle dit que les médias clairement ne travaillent pas pour les gens et que parce que toute cette violence en fait est très significative selon elle, et elle dit que les médias ne travaillent pas pour les gens mais qu'ils travaillent pour protéger l'État. Et elle dit que ce sujet n'est pas simplement concernant la France, mais que c'est vraiment un sujet dans le monde entier. Et elle dit qu'il y a vraiment de trop nombreuses similarités entre l'éducation qu'a reçue Emmanuel Macron et celle qu'a reçue Kamala Harris et celle qu'a reçue Barack Obama. Et voilà, elle fait une allusion, elle dit tous ces enfants qui ont été élevés par leurs grands-parents à une époque où nous savons que le programme MKUltra était vraiment en action forte. Voilà, elle répond à une question en disant tout simplement qu'il y a trop de comparaisons possibles et qu'il y a forcément quelque chose de louche là derrière. Elle poursuit la lecture des questions et puis elle dit qu'elle a entendu parler du fait qu'Emmanuel Macron serait activement en train de rechercher actuellement des relations publiques plus que compétentes pour redorer son blason et restaurer l'image fracturée qui est la sienne actuellement à cause de cette enquête fracassante. Elle rappelle à la fin de la vidéo que la raison pour laquelle elle fait tout cela, c'est tout simplement pour la protection des enfants. Qu'on comprend qu'il y a les pouvoirs avec un grand P de ce monde qui essaient de contrôler les choses de façon absolument abjecte, ignoble, d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Et que la raison qui la pousse à faire tout ça, parce qu'elle est mère de bientôt 4 enfants, puisqu'elle est enceinte pendant qu'elle fait ces épisodes, c'est la protection des enfants, sauver un maximum d'enfants des griffes de toutes ces relations pédophiles et incestueuses dans les couloirs du pouvoir. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.